Ouais, parce que comme j'avais peur de me faire striker sur YouTube, on va voir, nous sommes quatre, hein. Il y avait Egali tout à l'heure. Bon, j'ai coupé. Eh ben, c'est super, Dante, merci à toi. Merci à vous autres qui sont là aussi. Donc, on n'est pas beaucoup, bah, c'est un peu normal parce que, bon, ma première chaîne, elle est strikée, hein, elle reviendra en fonction le 4 juin, donc dans 3 mois, quoi. Et bon, sur celle-ci, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc voilà. Mais c'est pas grave, on va faire le direct quand même si on n'est pas beaucoup, parce que c'est important, à un moment, il faut le faire. Donc, on va parler de. J'ai mis une vidéo là-dessus de Ingo Piepers, le néerlandais qui a écrit un livre en 2018. Et sa vidéo, elle date de 2020. Et ouais, partage sur Discord si tu veux. Ouais. Et donc, comment dire, on va parler des guerres, quoi. On va pas parler que de la guerre Ukraine-Russie, on va parler des guerres en général. Et qu'est-ce que signifie, quelle peut être la signification de la guerre Ukraine-Russie et éventuellement, comment dire, ce qui peut en ressurgir de bien. C'est pour ça que j'ai appelé ça 888 par rapport à 666. Et, mais vous le comprendrez à la fin. Vous le comprendrez à la fin. Donc je vais sortir la vidéo de Ingo Piepers. Alors c'est un Néerlandais.
Parce qu'on peut en parler, hein. Je vais la couper au fur et à mesure pour dire comment ça se passe. Je ne vais pas la mettre au ralenti pour l'instant. Donc, c'est une vidéo qui a été faite en... Bon, je vais la mettre. Ce sera plus simple. Elle est là. Allez, hop, c'est parti. Hij heeft onderzoek gedaan naar alle oorlogen in de afgelopen 500 jaar en komt tot een schokkende conclusie. Donc, Ingo Pieper, c'est un marin. Enfin, c'est un militaire qui fait partie de la marine néerlandaise et qui a fait la guerre comment ça s'appelle, Bosnie-Herzégovine, là, et il était à Sarajevo en tant que commandant de l'OTAN. Et après cette guerre, donc ça fait il y a 20 ans, il a cherché à comprendre comment fonctionnaient les guerres, et il a fait une recherche de 20 ans, et il s'est constitué une base de données sur 5 siècles. Sur 5 siècles de conflits, avec, et il a analysé des données que personne n'avait analysées avant. C'est le seul à avoir fait ça. Et on va suivre, on va voir comment il a fait ça et quelles sont ses conclusions, etc. Donc, bon, l'introduction, alors je vous dis tout de suite, le gars, là, alors, c'est une vidéo qui vient du Telegraaf. Telegraaf, c'est un quotidien aux Pays-Bas et qui est aussi sur le net maintenant. Donc, c'est un quotidien mainstream, hein, mais ça n'empêche rien bon, il a écrit un livre, hein, Ingo Pepper. Je n'ai pas trouvé la version française. Il y a une version il y a la version néerlandaise, quoi, et il y a la version anglaise. Je n'ai pas trouvé de traduction en néerlandais. Donc voilà, on va vous mettre ça. Je vais essayer de... Wereldoorlogen zijn te voorspellen en de derde wereldoorlog zit eraan te komen. Via allerlei modellen is er volgens hem een patroon te herkennen. Dit heeft hij uitgewerkt in de studie en het resultaat is zoals gezegd niet leuk. Ingo Piepers, welkom. Goedemiddag, Jeroen. De derde wereldoorlog komt eraan. Ja, dat blijkt uit dat onderzoek en dat is verontrustend. Ik schrok er ook van. Ja, maar ik schrok mijn hoedje. Ik ook toen ik die patronen zag. Ik heb ze nagerekend. Ik heb uitgezocht, is dat nou echt waar en kan het u? Alors, ça va être un peu compliqué parce que comme je vous le mets en plein écran et en même temps. Donc, en fait, oui, la Troisième Guerre mondiale, enfin, c'est-à-dire qu'il va y avoir une troisième guerre avec beaucoup de pays impliqués. Donc, la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de pays impliqués, mais tous n'y étaient pas. La Seconde Guerre mondiale, c'est pareil. Il y avait une multitude de pays impliqués, mais tous n'y étaient pas. Donc, il y a toujours un pays ou un autre qui n'y est pas impliqué par rapport à ce qu'on appelle une guerre mondiale. Donc, on peut aussi appeler ça une grande guerre. Alors, attends, je reviens sur le chat. Bon, merci Gali. Nous sommes 4, ouais, donc Gali. Donc, on va continuer comme ça. Donc, bon, il a vérifié tous les calculs. Alors, je ne peux pas revenir en arrière comme ça sur le... Il faudrait que j'ai non, j'ai même pas 2 écrans. Voilà, on va continuer le lien que je vais l'arrêter au fur et à mesure. Enfin, moi, je le connais bien, mais je connais bien en plus, j'ai traduit. Bon, lui, il arrive à la conclusion que voilà, ça pourrait très bien arriver. Alors, je vous rappelle, hein, c'est une vidéo qui date de 2020, hein, qui date d'il y a 2 ans, hein, janvier 2020, juste après l'assassinat de Soleimani. Donc, en ik vind het belangrijk genoeg om dat ook te melden, ja, om de discussie daarover te stimuleren. Kan je proberen... Alors lui-même, là, donc à droite, on a donc Ingo Peppers, le commandant de l'OTAN de Sarajevo. Lui, quand il a
quand il a étudié, quand il a fait cette recherche sur cette base de données, il a été choqué aussi. On va voir par la suite. Hein. Donc, voilà. Bon, le jeune, décidé. Precies het onderzocht. Ja, en even voor de duidelijkheid, we hebben afgesproken dat ik je en jij zeg. Ja, dat is niet denken wat voor onbeschofte wil zo. Maar kan je proberen uit te leggen wat je hebt onderzocht? Ja, ik heb het volgende gedaan. Ik heb zelf een oorlog meegemaakt in Sarajevo en was als militair natuurlijk sowieso geïnteresseerd in dat fenomeen. En ik dacht bij mezelf, ik wil toch wel eens beter begrijpen, waar komen die oorlogen nou precies vandaan? We hebben altijd... Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est... non, je vais vous le dire après ça. Alors, les déclarations, oui, il y a des déclarations de guerre. Maintenant, aujourd'hui, il n'y aura plus de déclarations de guerre. Hein. C'est fini, ça. Hein. Ce temps-là, on a vu que les Russes ont dit que il y a des attitudes, certaines attitudes des pays occidentaux sont assimilables à des déclarations de guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la déclaration de guerre, comme il y avait à la Première Guerre mondiale ou comme il y avait autrefois, ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. Een soort verklaring, maar zit daar niet meer achter. En wanneer was dit? Wanneer ben je begonnen met die zoektocht? Ik ben met die zoektocht begonnen ongeveer bijna 20. Ouais, donc il y a environ 20 ans, bah c'est la fin de la guerre en Yougoslavie, quoi. Enfin, en ex-Yougoslavie. Ja, geleden. Maar wat heb je nou precies onderzocht? Ja, ik had bedacht van, joh, we kunnen er eindeloos over blijven praten. Ouais. En parler éternellement. We kunnen dan ook eens naar data kijken. Ik heb een database. Alors, il a fabriqué lui-même sa base de données, hein, mais de face. Alors, je ne sais pas quel est son métier. Ce serait intéressant de savoir parce que en dehors d'être militaire, chaque militaire a un autre métier en même temps. Et j'ai pas lu son livre, j'ai pas fait tout ça, j'ai pas fait ces recherches-là, quoi. Analyseerd en ik heb getracht vanuit wat meer nieuwe inzichten in hoe systemen werken. Alors ça c'est le. Alors je me suis peut-être gouré à la fin de la vidéo parce que j'ai mis un premier livre en anglais qui date de 2016 et ça doit être celui qui date de 2018. Hein. Donc la vidéo, elle est de 2 ans après la parution de son livre. Hein. Of daar dan een patroonvorming in te herkennen. En naar wat voor data kijk je dan? Dan kijk ik naar... Alors, là, il dit les données qu'il a pris en compte, mais à mon avis, ce n'est pas les seules. Il faudrait regarder dans son livre toutes les petites données qu'il prend en compte aussi. Hein. Alors, les grandes nations... Dan kijk ik naar de startdatum, einddatum, hoe lang het duurt, hoeveel militaire slachtoffers zijn er gevallen en wie deed daar aan die oorlog mee. Als je kijkt naar de periode 1480 tot 1905. Donc là, c'est les 5 siècles à partir desquels il a pris les données. 40, dat blijkt uit het onderzoek dat er 4 cycli zijn, Juist. die zich herhalen, die versnellen zich, dat wil zeggen die worden steeds korter. Alors là, il faut dire aussi les choses pour bien comprendre. Parce que quelque part, je vais revenir sur l'autre fenêtre pour voir ce que vous dites. Assez récent, 5 siècles, oui, il n'a pas pris. Alors, il est parti de 1480. Il n'a pas pris les guerres qu'il y avait avant. Parce que, comme il dit, les cycles. La durée se réduit avec le temps. Alors, quelque part, il y a quelque chose qui est, qui est vrai et faux en même temps. C'est-à-dire que son premier cycle, on va le voir après, il dure 148 ans. Le second cycle, il dure 144. Le troisième, il dure 99, 100 ans. Et le quatrième, il dure 21. Celui de 21, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le premier cycle de 148 ans, donc de 1480 à 1618. 1618, c'est où
où il y a eu l'apparition de la guerre de 30 ans, hein, la guerre de 30 ans qui a bouleversé le monde. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 1480, c'est une dizaine d'années avant les grandes explorations sur le nouveau continent, hein, sur l'Amérique. Donc, c'est peut-être ce phénomène d'agrandissement du géographique du monde. Ouais, je te fais monter. Hein. Salut Gali. On t'entend pas. Si tu veux parler, si tu veux dire bonjour. Salut Foucault. Ouais, merci à toi d'être monté. Salut. Bonjour Foucault. Ouais, bonjour. Moi, c'est bien, j'écoutais dans le chat. Ouais. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Moi, je t'entends parfaitement. Ok, super. Ouais, je t'entends parfaitement. Eh ben, très bien. Donc, je te laisse dérouler. Ouais, donc voilà, c'est un premier déroulé. Bon, ça va. Je vais essayer de faire ça court, mais c'est comment dire. C'est-à-dire que le premier cycle, pourquoi il a duré 148 ans? Peut-être que le commerce mondial a pu s'étendre géographiquement grâce à la découverte, l'exploitation du nouveau continent, quoi. Donc après le second cycle, bon, on va voir. Hein, je vais continuer la vidéo pour l'instant. Elle est pas longue la vidéo, hein, elle dure un quart d'heure, mais c'est vrai qu'en la coupant, ça va être. Ja, de eerste cyclus die startte in 1480 met een rustige periode met kleine oorlogen tot 1618. Toen had je de 30-jarige oorlog die duurde tot 1648. Toen weer een stabielere periode van 1648 tot 1792. Dat zijn dan de... Alors là, on a les grandes guerres. C'est à partir juste après la Révolution française, on a les grandes guerres. De la Révolution, parce que la France était en guerre à ce moment-là aussi, et suivi des guerres napoléoniennes. Bon, ça fait une vingtaine d'années aussi, hein, un peu plus de 20 ans. Est-ce que... Attends, je vais revenir vite fait. Est-ce que vous avez le temps de lire, ou est-ce que vous voulez que je ralentisse un peu? Je peux le ralentir, si vous voulez. Vous me dites dans le chat, on n'est que 4, hein, mais c'est pas grave, on va le faire, parce que comme j'ai pas d'abonnés, on verra après. Donc, si personne ne se prononce, je continue. Voilà. Toen kwamen de volgende systeemoorlogen, waren de Franse revolutionaire en Napoleontische oorlogen tot 1815. Vervolgens weer een relatief stabiele periode tot 1914. Là, c'est la Première Guerre mondiale. De Wereldoorlog die duurde tot 1918. En daarna de Tweede Wereldoorlog, dat was de laatste cyclus. Die startte in 1939 en duurde tot 1945. Juist, zo'n cyclus ziet er dan uit dat je eerst een relatief stabiele periode hebt waar het allemaal wel redelijk rustig is. Kleine oorlogjes, die zijn op zich al vervelend genoeg. Vervolgens zie je dan dat die regulering, het vasthouden aan die structuur, dat lastig is. Spanningen bouwen zich op. En vervolgens krijg je een grote oorlog waar dan iedereen aan meedoet. En eigenlijk wat er dan gebeurt, is dat een beetje de kaarten opnieuw worden geschud. En daar komt dan een nieuwe internationale orde uit. En weer een periode van stabiliteit. Ja. En dat herhaalt zich. Volgens mij zeg je inderdaad van, joh, er is dan een periode waarin een grootmacht kleinere oorlogen voert. Op een gegeven moment komt er een omslagpunt. En... Bon, alors là, il dit pas vraiment les choses comme il faut, parce que, enfin, le jeune, là, parce que c'est pas nécessairement les grandes puissances qui font des petites guerres. Ça peut aussi être des petites guerres entre puissances moindres pendant cette période de stabilité. C'est-à-dire que Ingo Peepers, il décrit une période de stabilité, mais c'est où il y a des petites guerres qui n'impliquent pas beaucoup de monde et où, lui, quand il parle de décès, c'est-à-dire que de victimes de la guerre, il ne prend que en compte les victimes militaires de la guerre. Il ne prend pas en compte les victimes civiles. Hein. Vervolgens komt er veel terrorisme bijvoorbeeld en spanningen komen erbij kijken. Ja. En dan komt er zo'n grote oorlog, dat noem jij een systeemoorlog.
En dan wordt het systeem eigenlijk gereset. Klopt. En is er een nieuwe grootmacht aan de macht. Ja, zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen die grootmachten. Voilà, alors ça c'est intéressant parce que là, bon, il a dit les 4 périodes. Hein. La première période, c'était avant la guerre les 4 cycles, c'était avant la guerre de 30 ans. La seconde période, c'était donc avant les guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Et la troisième période, c'était donc avant la Première Guerre mondiale. Et la quatrième, c'est avant la Seconde Guerre mondiale. Et là, nous sommes dans le cinquième cycle. Et ça, il nous l'analysera après. Par contre, donc, alors les nouveaux traités entre les grandes puissances, effectivement, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a eu comme traité après la guerre de 30 ans. Bon, on peut retrouver, hein, c'est pas compliqué. Pareil, après les guerres révolutionnaires entre le royaume prusse et français, etc. Par contre, après la Première Guerre mondiale, on sait ce qu'il y a eu. Il y a eu la Société des Nations, et après la Seconde Guerre mondiale, on a eu l'ONU. C'est ça le nouvel ordre international. Il a été géré après la Première Guerre mondiale par la Société des Nations et de même par l'ONU, la mise en place de l'ONU. Salut Bruno Francis. Je continue la vidéo. Hein. Dat levert weer stabiliteit op. En dan herhaalt zich die hele dynamiek. In wat voor periode zitten we nu dan? We zitten dus nu, sinds 1945, ja, in de 5e cyclus. Ja. En die noemen we Pax Americana. De Pax Americana. En waarom is dat zo? Dat is eigenlijk een vrede of een ordening. De Verenigde Naties die in hoge mate vorm is gegeven door de Verenigde Staten tijdens de Tweede. Amerika is de baas op dit moment. Is de baas en die hebben eigenlijk ook die VN in hoge mate samen met de Engelse, Fransen, maar ook met de Sovjet-Unie hebben ze die afspraken vastgelegd. Laatste vaak. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent la Pax Americana. C'est donc la mise en place de l'ONU avec les 5 membres permanents. Bon, ils ne parlent pas de la Chine, mais ils étaient d'accord pour créer cette instance qui permettait de réguler le monde des nations, quoi, hein, pour ça. Als er zo'n cyclus is dat er spanning is in de maatschappij, in de wereld, dat is nu dus. Hoe meet je dat dan? Nou, dat kun je op een aantal manieren meten. Als je nu kijkt naar de onrust in de politiek, als je kijkt naar... Maar dat is ook niet meetbaar. Nee, ja, dat is tot een zekere hoogte wel meetbaar. Eigenlijk heb ik als maatstaf gebruikt als een indicatie voor spanning uiteindelijk ook wel het aantal militaire slachtoffers wat valt. Als je nu kijkt naar spanning in het systeem, dan zie je sinds 2011 dat die spanningen zich opbouwen. Dat blijkt uit die data-analyse. Je ziet dan ook... Ja, 2011 is volgens mij het omslagpunt van deze... Alors là, ils ont prévu à l'avance leur entretien, parce que ça, théoriquement, lui, le jeune, il est pas... il dit que c'est d'après lui, mais il n'est pas censé le savoir. Il est trop bête pour ça. C'est parce qu'ils ont prévu le truc. Ils se sont envoyés des mails et tout ça. Vous allez voir par la suite. Ja, dus de cyclus waar wij in zitten, het omslagpunt is in 2011 heeft plaatsgevonden. Dus wat is in 2011 gebeurd? Wat is het omslag? Dus het is niet zozeer dat er specifiek iets gebeurt, maar wat er in het systeem gebeurd is, dat die kleine oorlogen gemiddeld genomen in omvang afnemen. Alors les petites guerres, vous savez très bien qu'après la guerre de 45, on a eu la guerre de Corée, bon, ils vont en parler, hein, et la guerre du Vietnam, c'était quand même des grandes guerres. Et après les guerres, petit à petit, elles sont devenues pas moins pénibles, mais plus réduites dans le temps. Et le nombre de morts, après, ça, c'est difficile à mesurer, mais... Oui. Maar je komt niet zomaar bij 2011. Bon, ouais, ça c'est intéressant ce qu'il vient de dire, c'est que la guerre n'est pas devenue le bon instrument pour réduire les tensions entre les nations. Donc, c'est pour ça qu'arrive le terrorisme. Quoi. Er is een bepaalde argumentatie voor dat het omslagpunt is. Ja, dat is een soort piek, een turning point in de data-analyse, die laat zien dat tot aan dat punt vanaf 1945 tot 2011
maar hier was dan een verstoring, dan de gemiddelde omvang van die conflicten toeneemt, Ja. om vervolgens af te nemen. En dan zie je ook dat oorlog is natuurlijk een instrument om eigenlijk de status quo te behouden. En dat werkt niet meer. Nee. Dus dan worden die oorlogen kleiner, maar die spanningen bouwen op. Ja. En dat ventiel, dat de oorlog is natuurlijk ook een soort... C'est quand même terrifiant de parler de la guerre comme un instrument et que ça sert de soupape comme la soupape de la cocotte minute, quoi, comment dire, pour évacuer les tensions, quoi. Dan zie je dus niet toevallig, denk ik, dat vanaf 2011 de terroristische activiteit in de wereld dramatisch toeneemt. Ja, door de opkomst van IS bijvoorbeeld, dat is wel ongeveer in 2011 ontstaan. Ja, en dan zie je ook dat het aantal aanslagen toeneemt. Wat je ook ziet is dat er neigingen zijn tot radicalisering, omdat mensen natuurlijk ook bang zijn en zich willen vasthouden aan een idee. En jij zegt dat gebeurt dus altijd vlak voordat er zo'n grote wereldoorlog plaatsvindt. Dat vindt dus, Dat zegt de data. Alors, comme il dit, c'est quelque chose qui est constant dans ces 4 cycles qu'on a vus. Alors moi, j'ai pas lu le bouquin, j'ai pas analysé ces données, je lui fais confiance. Je pense pas que ce soit ceux qui parlent, qui lisent l'anglais, on peut trouver son livre en anglais. Bon, alors là, il va, c'est ceux qui remettent en cause la validité de. Dat kijkers ook zoiets hebben van, het is wel moeilijk om te volgen. Heb je in je omgeving, als je dit aan mensen aan de hand probeert te brengen, hoe reageert je omgeving als je dit vertelt? Nou, iedereen is verontrust. Iedereen stelt terecht vragen, is dat echt waar? Nou, dan vertel ik dit verhaal wat ik nu ongeveer vertelde. Maar ik begrijp dat het een lastige sprong is. Maar word je serieus genomen overal? Ik word serieus genomen. In de sociale wetenschappen is nooit een stap gezet naar een... Donc, en fait, c'est le premier qui a analysé de cette manière-là, scientifiquement, la guerre, quoi. Sur une base de données, et il a été reconnu par ses pairs. Par ses pairs, ça veut dire ceux qui travaillent avec des bases de données, et après, ça dépend comment on les analyse, sur quelles données on prend en compte pour faire sa recherche et arriver à des conclusions d'une analyse, quoi. Dit is wereldwijd. Ben jij de enige met zo'n onderzoek die dus heeft gekeken naar, op een wetenschappelijke manier kijken naar oorlog? Dat wordt wel gedaan. Dat wordt ook wel met een iets andere invalshoek gedaan. Maar ik ben de enige die dit nu doet op deze manier. Wanneer gaat de Derde Wereldoorlog beginnen? Nou ja, wanneer moet ik... Bon, alors là, il plaisante un petit peu, mais c'est pas très bien. Quand commencera la Troisième Guerre mondiale, alors là, vous allez être étonné parce que c'est une vidéo, je le rappelle. Alors bonjour à toi, Bruno. Je ne l'ai pas mis dans le chat, mais la vidéo, elle date de 2020. Donc, elle date de janvier 2020, fin janvier 2020. Klaarmaken dan natuurlijk. Ja, inderdaad. Wat blijkt uit die data-analyse, uitgaande van dat model dat ik heb gebouwd op basis van die voorgaande ervaring, dan zou dat 2020 plus of min. Donc 2020 avec une marge d'erreur de plus ou moins 2 ans. Donc 2 ans, c'est 2022. Oké. Ja, nog even. Nou ja, nog even 2 jaar heb ik. Ja. Oké. Dat is wel heel dichtbij. Dat is wel heel dichtbij. Kijk je nu naar buiten, daarmee bedoel ik te zeggen naar de internationale politiek, spanningen en conflicten, en ook wel naar het gevoel wat mensen hebben, dan zie je toch wel dat het best wel eens waar zou kunnen zijn. Hoe kijk je, dat is, wat is het, 2 weken geleden gebeurd, naar... Ouais, donc c'était en, je sais plus quelle date exactement, l'élimination de Soleimani, c'était début janvier, et la vidéo, elle date de fin janvier 2020. Donc là, ouais, alors ouais, je vais dérouler la vidéo parce que je ne vais pas y passer non plus. Generaal Soleimani, die is vermoord. Hoe kijk je daar tegenaan? Kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waren er grote problemen op de Balkan. Ja, daar waren ook oorlogen. Op een gegeven moment werd daar Frans Ferdinand vermoord. Dat was
troonopvolger van het Habsburgse Rijk. Alors là, on parle de... Donc c'est la première... ouais, c'est la... Je sais plus si c'est la Première Guerre mondiale. Ouais, je crois que c'est la Première Guerre mondiale. Comment dire, on prend une date de début d'une guerre mondiale par rapport à un événement. Mais ça, c'est les historiens qui l'ont fait. Ce n'est pas, je veux dire, la guerre, elle pouvait déjà couver avant, on aurait pu prendre un autre événement. Là, je ne sais pas, pour la guerre, s'il y a une guerre mondiale qui vient. Alors, attendez, je ne suis pas non plus en train de dire qu'il y a une guerre mondiale qui va venir. Hein. Moi, je suis juste en train de mettre en lumière quelqu'un qui a fait une base de données et qui aimerait bien qu'elle soit fausse, alors qu'il l'a regardé, il l'a recalculé, etc. Et tout, comment dire, tend à percevoir que nous allons vers une troisième guerre mondiale. De toute façon, les guerres mondiales, enfin des guerres, il y en a eu, il y en a eu tout le temps. Donc là, ça, c'est les historiens qui ont pris l'assassinat de l'archiduc Ferdinand austro-hongrois comme début d'un conflit mondial. Maintenant, historiquement, on peut le prendre autrement aussi, quoi. Dat ziet men als het begin van de Eerste Ja, Wereldoorlog. en dat zet een aantal acties in gang. Toen ging Duitsland mobiliseren en vervolgens leidde dat tot een conflict. Wat is nu de overeenkomst? Aan de ene kant dat er wederom een hoge functionaris wordt vermoord, dat er hoge spanningen zijn en dat daardoor een soort kettingreactie in besluiten op gang wordt gezet, waardoor je eigenlijk een soort een oorlog creëert. Is dit dan volgens jou het begin van de Derde Wereldoorlog? Ja. Deze moord? Ik hoop. Alors là, il parle de Soleimani. Est-ce que c'est le début d'une troisième guerre? Alors ça, c'est les historiens qui le diront. Hein. On n'a pas, c'est pas nous de le dire. Il n'y a pas de date aujourd'hui. La date, elle sera écrite par les gagnants. Hein. Dit is zeker een incident wat achteraf zal worden gezien als wat een bijdrage Par la suite. aan het uitbreken van die oorlog. De Derde Wereldoorlog. De derde, ja, daar hebben we het dan helaas over. Omdat het zulke moeilijke materie is, het een jarenlange studie, heb je wat afbeeldingen naar mij gestuurd, gemaild dit weekend. Ik zal eerlijk zeggen, ik snapte er geen reet van. Okay. Ik zit dat te bekijken. Ik denk, dit is helemaal niks. Dus ik heb jou gebeld vanmorgen van, joh, Ingo, ik snap het niet. En toen zei jij, heb je de flip over in de buurt staan? Kan je dat regelen? Want dan kan ik wat tekenen. En dan kan ik het wat duidelijker maken wat ik bedoel. Doe ik. Toch? Ja. Dus nu komt de assistent Gino dat eventjes neerzetten. Brand los. Goed, Jeroen. Laat me wat zien. Ik zal zo'n cyclus laten zien. Ja, de basisstructuur is daarvan is namelijk heel simpel. En dat ga ik je uitleggen hoe dat zit. Ja. Dit is de structuur van een enkele cyclus. Donc ça, c'est un cycle. Le demi-cercle, c'est la période stable, enfin relativement stable, parce qu'il y a des guerres quand même, du terrorisme quand même. Et après, c'est la grande guerre. Dit is de relatief stabiele periode. Ja. En vervolgens zie je dan een grote klapper, dat is de systeemoorlog. Dat geef ik hier schematisch weer. Alors, c'est la guerre du système. Hein. Il parle bien d'un système. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard. C'est un système qui se répète. Systeemoorlog, even voor de duidelijkheid, dat is eigenlijk een wereldoorlog. Dat is eigenlijk een wereldoorlog. Dus wat zie je? Er is net een nieuwe internationale orde geïnstalleerd. Ja. De voorgaande systeemoorlog of wereldoorlog. Donc, le début du cercle, là, c'est en fait, c'est un nouvel ordre international qui a pris forme avec la création de l'ONU. Ja, vervolgens staat alles wel weer op zijn plek. Ja, de kaarten zijn opnieuw beschud. Ja.
Er zijn allerlei incidenten in het systeem en die worden dan eigenlijk opgelost met kleine oorlogjes. De Korea-oorlog is er een, de Vietnamoorlog is er een. Dit is 1945. Alors ouais, il appelle la guerre du Vietnam et la guerre du Corée des petites guerres. Alors, c'est des petites guerres, c'est pas des guerres, c'est pas qu'elles sont, comment dire, pas importantes. C'est surtout qu'elles sont, comment dire, ouais, elles n'impliquent pas beaucoup d'acteurs, quoi. Enfin, d'acteurs en tant que nation, hein, je parle. Hein. Ja. We pakken nu even de cyclus, de periode, de meest recente. Ja, de meest recente. Ja. Dit is, dat blijkt uit de berekeningen, dan 2020. Ja, dit is nu. Dat is nu. Oké, dan hebben we een tipping point. Dat laat de data-analyse zien, dat is 2011. Nou, hier vinden allerlei oorlogen plaats. Dat zijn die kleinere oorlogen. Oké, en dan is 2011 het kantelpunt. Het kantelpunt. Want als je gaat meten hoe groot die oorlogen waren, ja, dan zie je dat die toenemen tussen 1989 en 2011. En vervolgens nemen die af, de gemiddelde omvang. En dan neemt het terreur toe. En dan zie je toevallig ook, de vraag is of dat toeval is, de terreuractiviteit. Ouais, alors là, c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il vient de dire. Ouais, alors, comme par hasard, à partir de ce point-là, les actions terroristes se multiplient. Il y en a de plus en plus. Et il pose la question, est-ce que c'est vraiment du hasard? Parce que, quelque part, est-ce que c'est pas voulu? Est-ce qu'on n'est pas... Enfin, il sous-entend, est-ce qu'on n'est pas dans le faux drapeau, quoi? Kun je ook zien in het internet en allerlei data. Die neemt toe vanaf 2011. En misschien is dat wel zo, omdat die spanningen dan niet meer worden opgelost door oorlogen. Dat zich uit door terreur. Ouais, donc la guerre n'est... Alors, il y a la conscience du public aussi, hein, parce que quand tu pars en guerre, tu peux pas partir en guerre n'importe comment, il te faut des raisons, il faut faire de l'information pour que ton peuple te suive. Alors, ça peut être de la fausse information. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe, je sais pas, on verra ça après. Et entre-temps, pour adhérer ton peuple, le terrorisme, les actions terrorisme, c'est très bien avant de faire la guerre, quoi. Een hele simpele vraag tussendoor. 11 september, dat was in 2001, dus dan zitten we ongeveer daar. Klopt, dat noemen we toch ook wel terreur? Dat is terreur. Ik zei ook niet dat daarvoor geen terreur was. Ah ouais, alors 2011, c'était un acte de... Enfin non, 2001, pardon. Les tours jumelles, c'était un acte terroriste qui était quand même assez conséquent. Mais c'était à un moment donné, bon, il y a eu l'autre, hein, l'ambassade, je ne sais plus où, américaine, qui a été bousillée aussi avant avec un véhicule piégé, quoi. Excusez-moi. Donc il dit effectivement que il y avait des actes de terrorisme avant aussi, mais à partir d'un certain moment, donc 2011, ils se sont multipliés. Il y en a eu, pas quotidiennement, mais presque, quoi. Ik zeg dat hier een enorme Toch meer vanaf 2011. Absoluut. Kijk ik nu naar de data-analyse en vergelijk dat patroon nu en van de 4 cycli daarvoor, dan zitten wij ergens hier. Ja. En dat is het probleem. En dan escaleert dat in een grote oorlog. De Derde Wereldoorlog. De Derde Wereldoorlog. Hoe kijken andere wetenschappers aan tegen wat jij zegt, tegen jouw onderzoek? Nou, die beamen dat er inderdaad het fenomeen dat grootmachten een soort rivaliteit en competitie hebben, is niet nieuw. Want uiteindelijk, de Eerste Wereldoorlog... Maar zijn er wetenschappers die dit ook vinden? Ja, die vinden het absoluut. Ondersteunen. Die vinden dat absoluut. Nou, zal ik een beetje op Twitter te zoeken en te doen. Ouais, en fait, c'est là qu'il... Die zeiden van, joh, alles leuk en aardig. Wat jij beweert in je boeken.
Maar meneer doet niet aan peer review. Dat betekent dat je andere wetenschappers niet jouw studie laat checken. Ik laat mijn studie absoluut checken. En natuurlijk laat me wel wezen, de basis van dit onderzoek is gelegd in 2006. Dat is gecheckt, anders kun je niet. Ah, donc là, il dit que la base, comment il a créé sa base de données et comment il a décidé de l'analyser, ça a été déposé en 2006. Hein. Ça fait presque 20 ans. Donc, c'est au début de ses recherches après la guerre de Bosnie-Herzégovine, avec son implication à Sarajevo. Ça a été vérifié, etc. Donc, sinon, il pouvait pas la diffuser, quoi. Alors, la promouvoir, c'est la traduction, mais il pouvait pas la diffuser sereinement dans le monde scientifique, quoi. Deze studie is gecheckt door andere wetenschappers. Anders kun je niet promoveren. Hoe gaat die oorlog eruit zien? Die oorlog die we binnenkort ingaan. Daar nog steeds over dat het niet klopt. Maar stel... Alors là, il dit bien, on espère que ce soit inexact. Mais voilà. Si nous... uitbreekt, dan zal dat niet een kopie zijn, logischerwijs, van de Tweede Wereldoorlog. We leven in een andere wereld, met andere technologie. Dus er zullen wezenlijke verschillen. Donc on n'est plus dans le même monde. Hein. La guerre, elle ne sera pas comme la Seconde Guerre mondiale ni la Première. Il y a une nouvelle technologie en place et puis voilà. Donc non. Ik denk dat belangrijke verschillen zijn, is dat ten eerste... Bon, il pense pas que les tanks. Alors là, c'est là parce que à un moment, je pressens que il en a marre un peu de ces questions du jeune là. D'ailleurs, j'ai coupé la fin parce que c'était pas tellement bon. Bon, il pense pas que les tanks rouleront sur la place d'Am, c'est la fameuse place à Amsterdam. Hein. Alors, qu'il y ait besoin d'une résistance. Alors, la résistance, ouais, c'est d'une époque ancienne. Après, je sais pas. Ça, tout dépend la durée, tout dépend de... Je suis pas tout à fait d'accord avec lui à ce niveau-là, mais bon, après... Dat is ouderwets, denk ik. Dat is ouderwets. Ik denk dat er zijn nieuwe wapens. Ça, c'est intéressant. Il y a des nouvelles armes qui sont... L'information, très puissante pour semer le trouble. Hein. Ça, on est en plein dedans aujourd'hui. Hein. Ça, c'est quelque chose qui nous a donné il y a 2 ans, et on est en plein dedans aujourd'hui, entre l'Ukraine et la Russie. Hein. Er is informatie, natuurlijk een krachtig wapen om onrust te zaaien. Maar je hebt ook cyberwar. Vroeger moest je een bom op een fabriek gooien om hem uit te schakelen. Nu kun je dat met een Mac, en je hebt hetzelfde. Ja, het gaat er heel anders uit. Ah, c'est faisable autrement, c'est faisable par l'informatique, puisque tout est informatisé. Il suffit de pirater le système d'une industrie ou le perturber, et puis voilà. Hein. Zie maar de Derde Wereldoorlog, ja, je denkt dat hij er wel aankomt dan? Dat denk ik helaas wel. Oké. Nou, denk je dat er een kans is dat het lukt om het niet zo ver te laten komen? Die kans is er altijd. Ik ben Ouais, il n'est pas fataliste. geloof ik of niet. Als je dit zo onderzoekt en je kijkt naar data, zeg je volgens mij eigenlijk van joh, het maakt niet uit wie waar zit. Ouais, alors c'est ça qui est intéressant aussi. Si en faisant cette étude, cette recherche sur la base de données, on se dit bon bah c'est des cycles du système, et que ça n'a pas d'importance qui est celui qui le provoque. C'est les tensions qui se créent, qui apparaissent au sein de ce système, qui vont la provoquer, quoi. Que ce soit Donald Trump ou Clinton. Of nou Donald Trump president is of Clinton is president, het maakt niet uit. Die data zeggen gewoon, er komt een systeemoorlog. Ja. Dus dan kunnen we het niet voorkomen. Nee, als het klopt, dan kunnen we dat. Alors, il dit, c'est inévitable si toute sa recherche est exacte.
Après, moi, je ne sais pas. Hein. Je veux dire, là, c'est une analyse scientifique par rapport à une science d'analyse de base de données. Je vous laisse en tirer vos propres. Hoe lang gaat die derde wereldoorlog duren? Alors là, c'est intéressant. Daar word je ook niet vrolijk van. Ça ne va pas te rendre joyeux. Alors, si il a analysé tout le schéma de cette base de données et il arrive à une conclusion qui va permettre de vous dire pourquoi j'ai choisi le titre de 888. Dan, als je die lijnen doortrekt, dan zou die 16 jaar zou die systeemcrisis duren. Ja, voordat er een nieuwe ordening wordt gevonden, dat is wat. De patronen. C'est ça qui est terrible, c'est que les schémas sont incroyablement précis dans ces cycles. Alors, il parle de nouvel ordre. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir 16 ans de guerre pour avoir un nouvel ordre. Alors, là, il ne parle pas d'ordre international ou de nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre, hein, c'est tout. Ongelooflijk nauwkeurig in die 4 cycli. Ik schrok er ook van. Als ik dat doortrek naar nu, dan komen daar dit soort getallen uit. Wie gaat er winnen? Deze grote oorlog. Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat uiteindelijk gaat het hier om dat de VS en China, dat is een beetje wie is de grootste grootmacht in het systeem. Wie dat gaat worden, dat weet ik niet. Maar jij denkt of de VS of China? Ik denk dat een van de twee, daar gaat het over. Ouais, c'est l'objectif. Qui va être la plus grosse puissance financière quelque part. Hein. Alors, bon, après, bon, ça, on va arrêter là. Dank voor je komst. Bon, ça, c'est ses bouquins. Ça, c'est le bouquin en néerlandais. Ça, c'est un bouquin en anglais. Et puis, on a la couverture. Bon, allez. Alors, on ferme ça pour l'instant. On va revenir au live. Merci à toi donc d'être venu aussi. Nous sommes 5. Alors ouais, pourquoi 888? Donc si je pars du principe. Alors avant de partir sur ce principe, il faudrait dire qu'une guerre mondiale, qu'elle soit de 39-45 ou qu'elle soit de 14-18, on n'a jamais eu la guerre 24 heures sur 24. On a eu la guerre pendant un certain temps. Après, il y a eu des moments où les pays étaient toujours en guerre, mais ils ont été obligés de se refaire, de refaire des plans, de refaire des trucs, et puis c'est reparti, et ainsi de suite, jusqu'au mouvement final, quoi. Et quand on voit les déclarations de comment déjà se comporte le monde occidental, européen, anglo-saxon et européen, on voit qu'ils ne veulent absolument rien, laisser sur... ils ne veulent absolument pas admettre quoi que ce soit, ne laisser aucune marge de manœuvre à la Russie. Et puis on voit les déclarations de Lavrov et de Poutine l'année dernière, qui datent de moins de 24 heures. Il a dit, mais l'Occident, c'est bon, c'est mort. C'est que des menteurs, on ne peut plus compter sur eux. Nous, on va aller jusqu'au bout. Hein, on est vraiment dans un conflit qui va plus loin que, à mon avis, que l'Ukraine et la Russie. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Gali, si tu veux bien t'exprimer, parce que bon, je ne vais pas non plus faire un monologue. Enfin, je peux faire un monologue tout seul, mais comme tu es là. Ah, il est là, mais il est peut-être plus là.
parti boire un café ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave. Bon, vous pouvez monter si quelqu'un veut monter. Alors, pourquoi 888? Parce qu'on a eu 8 ans en Ukraine où on a eu le pouvoir ukrainien qui a bombardé le Donbass et le Lugansk, le Donetsk et le Donbass, hein, pendant 8 ans avant que la Russie intervienne, donc en 2022. Maintenant, si la guerre doit durer 16 ans, comme le dit Ingo Peepers, si tu divises les 8 ans par 2, enfin les 16 ans par 2, ça veut dire que là, on va arriver, dans 8 ans, on sera à l'agenda 2030, l'agenda de Davos, hein, de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, ces 8 ans vont permettre d'empêcher, c'est une guerre qui va empêcher de l'agenda 2030 de se mettre en place. Et après, on aura encore 8 ans de guerre pour définir quel est le meilleur système à mettre en place suite à cette grande guerre de 16 ans. À mon avis, c'est ça. 8, c'est ça, c'est ma perception. Hein. Bon, Gali, tu veux pas venir alors? J'ai mis le lien, on n'est pas beaucoup, on n'est plus que 4. Hein. Désolé, ça aurait été mieux si... Ah, si, je suis là, hein, j'écoute. Hein. Ouais. Mais ouais, de toute façon, les perspectives, ça nous amène tout droit vers un troisième conflit mondial. Bah ouais, c'est moi, c'est ce que je pense aussi. Après, définir quelle est la date du conflit mondial, ça c'est pas à nous de le faire, ça sera fait après, quoi. Bah oui. Après, tu as raison de souligner quelque chose d'important et qui n'est pas vraiment souligné. C'est l'importance de l'organisme des Nations Unies. Bah oui. Ce truc-là, qui a été fondé après la Seconde Guerre, il vient clôturer, en fait, le tout. Mais se clôturer le tout dans un ordre marchand. C'est-à-dire que c'est un organisme qui s'entend sur comment échanger la marchandise, la négocier, la vendre, l'acheter, faire du business, mais pas sur le reste. C'est que... tout à fait. Hein. Il y a je veux dire, les 2 cycles auparavant, après la guerre de 30 ans et après la guerre napoléonienne, c'était des traités qu'ils ont fait. Mais ces traités, ils permettaient aussi après de définir les règles du commerce, les règles de droit du commerce, quoi, et les règles de passage, parce qu'on pouvait pas. Derrière, il y a le Royaume britannique, hein, qui était maître sur les mers, hein, et qui a toujours voulu mettre la maîtrise des routes maritimes en place et avoir la même mise là-dessus. Hein. Bon, elle a été remise en cause par les Espagnols et par les Néerlandais une fois ou une autre. Moi, après, pour aller plus loin, je pense que les États-Unis, ça reste une colonie de la couronne, britannique, quoi. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on va pas rentrer là-dedans parce que ça va être trop long. Ouais. Non, mais j'ai pas ça à dire. Sauf que ça prendra du temps, c'est sur un temps long que ça va se passer. Ouais. Tout à fait. Alors, pourquoi il n'y aura pas de nouvel ordre mondial? Parce qu'un ordre mondial, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de nations.
Et ça, je ne le vois pas venir demain, quoi. Hein. On a toujours eu, bon, d'après ces 4 cycles, et puis on pourrait analyser ceux d'avant, mais ça va prendre beaucoup de temps, etc. Lui, il a mis 20 ans pour faire cet essai, quoi, cette étude. Si on doit prendre des trucs encore antérieurs, ça va mettre beaucoup de temps, quoi. Mais bon, il faudrait le faire à plusieurs, c'est possible, hein, pourquoi pas. Mais je ne pense pas que là, à 1945, on a eu l'ONU. L'ONU, c'est bien ce que ça veut dire, c'est l'Organisation des Nations Unies, quoi. Hein. Donc, c'est les nations qui ont défini un système, qui ont défini un nouvel ordre qui était défini par les vainqueurs. Les vainqueurs, c'est-à-dire l'Angleterre, la France, les États-Unis, la Russie et la Chine en parallèle, parce que la Chine elle avait une importance géographique. Voilà. Après, je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Mais aujourd'hui, si on a une guerre là, qui se déclenche aujourd'hui, quoi, et qu'elle soit mondiale, obligatoirement, il va y avoir un vainqueur et des vaincus. Et il va y avoir des nouveaux accords qui vont se mettre en place. Donc, de toute manière, ça ne sera pas un nouvel ordre mondial, puisque pour qu'il y ait un nouvel ordre mondial, il faudrait que les nations n'existent plus. Et ça, moi, je ne le vois pas, toi. Je ne vois pas la disparition de toutes les nations, c'est-à-dire que toutes les parties émergées de la sphère, hein, de notre sphère terrestre, en dehors des océans, que ce ne soit plus qu'une seule nation, quoi. C'est impossible. Alors oui et non. Pourquoi? Parce que il y a maintenant, si tu veux, les nations ont été supplantées, mais c'est toujours pareil. Supplantées dans la dynamique marchande, pas dans la dynamique souverainisme. Par exemple, on prend les institutions supranationales, qui sont la Commission européenne, les banques nationales, les banques internationales, BCE, la Banque mondiale. Ça, c'est des instances supranationales. Les instances commerciales, c'est pareil. La CDC, tu vois, tout ça, ça n'existait pas avant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, ça a été mis en place après. Mais ils ont pas. Mais le but, c'est pas de supprimer les nations, comme certains voudraient nous faire croire, ou nous disent avec le nouvel ordre mondial. Donc là-dessus, je rejoins ce que tu dis. Le nouvel ordre mondial ne peut pas se faire, et même s'il se faisait, il se ferait que dans une partie du monde, pas dans l'entièreté. Donc en fait, c'est pour ça que ce que tu dis, c'est vrai. Là, je vois mal un nouvel ordre mondial qui réunirait sous la même chapelle la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Europe, avec des intérêts complètement différents. Alors le seul intérêt qu'ils ont, c'est la vente et l'achat de marchandises, c'est le commerce, etc. Mais ça s'arrête là. Non, mais tout à fait, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est bien dans ce sens-là que je l'entends. Je veux dire, là, l'Empire anglo-saxon essaye de mettre de mettre des bâtons dans les roues de ce que les Chinois veulent mettre en place. C'est ce qu'on appelle la route de la soie, hein, les routes de commerce. Hein, mais les Chinois, ils arrivent à contourner d'une manière ou d'une autre. Et c'est exactement ça. On pourra pas mettre un nouvel ordre mondial en place. C'est impossible. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça aussi que la Russie a pris l'initiative. Hein.
parce que, bon, effectivement, c'est très bien, moi je dis c'est très bien qu'elle soit intervenue par rapport à ces 8 ans de guerre sur le Donbass, là. Moi je pense que c'est très bien qu'elle soit intervenue, parce qu'à un moment, il faut arrêter, quoi. Et quand on voit, alors, ce qui est important, c'est l'information, tu vois. La guerre, dire la première victime de la guerre, c'est la vérité, hein. L'information, c'est une arme redoutable en temps de guerre. C'est une arme de guerre, l'information. Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui, hein. Ouais, bien sûr. Mais ce qui est important aussi, c'est ce que tu as soulevé tout à l'heure, en disant depuis maintenant bientôt 20 ans. Bon, on va prendre le marqueur 2001 parce que 2000, les World Trade Center, c'est en 2001. J'ai oublié l'année. Ouais, 2001, ouais, c'est ça, hein. 2001, voilà, c'est un marqueur, mais si tu veux, c'est ça. On n'installe pas une troisième guerre mondiale comme ça de but en blanc. Ça se fait plus, c'est fini. Comme tu disais, déclaration de guerre, etc. Maintenant, c'est le terrorisme qui a pris la suite, si tu veux, quelque part. Alors, moi, je suis pas. Enfin, moi, j'ai une analyse assez, comment dire, bon, pas personnelle ou précise, j'en sais rien. Je veux dire, les attentats des tours jumelles, c'est un attentat qui a permis de déplacer le théâtre de la guerre. Alors, je ne parle pas d'une guerre mondiale, hein, mais je parle le théâtre de la guerre. C'est-à-dire qu'autrefois, avant cette date, l'ennemi pour un État comme pour une nation comme les États-Unis, c'était l'ennemi, il était à l'extérieur. Mais les attentats des tours jumelles ont permis de dire que l'ennemi pouvait être à l'intérieur de l'État. Hein, et c'est ce qui s'est passé par la suite dans la plupart des pays occidentaux d'Europe, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on a dit, oui, mais la guerre, elle est aussi sur notre territoire par rapport à ça. Donc, si tu veux, le terrorisme, il a servi à ça. Il a servi à mettre en place le fait que la guerre, c'est pas à l'extérieur de chez toi qu'elle se passe. Aujourd'hui, elle se passe à l'intérieur de chez toi aussi. C'est surtout ça le changement qu'il y a eu avec l'attentat des tours jumelles. Oui, mais ça justifie aussi le fait que un tel ou un tel pays fait des démarches militaires, etc. C'est pour ça aussi que... En parallèle, oui, exactement. Vas-y, continue. Voilà, donc oui, c'est ça en fait. Comme il n'y a pas d'attaque frontale entre grandes puissances, il y a des actes terroristes qui justifient des actes militaires. Mais voilà, ça se voit. C'est plus comme avant des grandes guerres, tu vois. Bah oui, parce qu'il faut, je veux dire, quand il y a des tensions entre, bon là il y avait des enfants, alors puis l'Irak, ouais, c'est l'Irak qui a morflé avec la guerre de. Ouais, mais avant il y a la guerre aussi. Il y a eu l'Afghanistan déjà. Il y avait aussi ouais, mais il y a eu aussi la guerre en Yougoslavie. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah ça, c'était. En fait, tout ça, c'est un cheminement, si tu veux. C'est des suites, en fait. Alors Ingo Pipers, lui, il appelle ça des petites guerres par rapport aux grandes guerres, quoi, hein. Grandes guerres, oui, bah oui. C'est des petites guerres parce que bon, bah c'est l'OTAN qui bombarde avec. Elles sont, comme il dit, hein, elles sont pénibles, elles sont meurtrières, il y a des morts, etc. Mais le gros conflit, qui peut changer l'ordre international, ça, c'est ce qu'on appelle une grande guerre, quoi. Comme la guerre de 30 ans, comme les guerres napoléoniennes,
comme la Première Guerre mondiale, comme la Seconde Guerre mondiale. Et là, on est, lui, il a dit, en 2020, il dit, ça sera dans plus ou moins 2 ans. Hein, Ouais, 2020, on est en retard alors. Bah non, plus ou moins 2 ans, c'est on y est, hein. On est à plus de 2 ans de quelques mois, c'est tout. Hein. Oui, c'est vrai. Après, moi, je vois pas la troisième, enfin une grande guerre, comme tu dis, les grandes guerres arriver entre les blocs, si tu veux, enfin en tout cas les grandes puissances impérialistes. Pourquoi? Parce que si tu veux, la Chine, elle a pas ses... il faut qu'il y ait des intérêts communs pour entrer en guerre. Et là, la Russie, peut-être qu'elle, si on la chatouille trop, elle serait bien partante pour y aller. Mais la Chine, si tu veux, je pense que c'est un peu encore trop tôt pour eux. Je sais pas. En tout cas, je sais pas. Je sais pas. Ça, moi, je peux pas. Je suis pas dans ce truc-là, tu vois. Je vais pas extrapoler là-dessus parce qu'on peut, avec des si, on peut tout faire. Bah oui. Mais, non, moi, j'essaie juste d'analyser, d'apporter, voilà. Bon, cette vidéo, elle date d'il y a 2 ans. Moi, je la trouve intéressante, voilà. Ouais. Bon, bah, on est toujours que 4, mais bon, c'est pas grave. Bon, j'aurais préféré qu'il y ait plus de monde, mais c'est comme ça. J'ai été striké, donc la vidéo. Ouais, j'ai été sur la première chaîne, j'ai été striké, donc là, je suis sur la seconde chaîne et comme il y a beaucoup moins d'abonnés, voilà, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de monde. Bah ouais, je vois. Je vois. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, bah après, je veux dire, je vais pas attendre, je vais pas attendre le mois de juin pour faire un live là-dessus, parce que sinon, c'est important. Moi, je pense que c'est important de le faire maintenant, pendant que c'est chaud. Oui, quoi. oui, bah oui. Bah oui, carrément. Donc après, les gens peuvent éventuellement le revoir en rediffusion, et puis, comment dire, je peux le partager aussi, quoi, voilà. Après, il y a un autre sujet, c'est le pétrole. Ah, ça c'est bien. J'avais apprécié la vidéo que tu as partagée là, sur le pétrole. Sur le pétrole abiotique, là. Ouais. Oui. Ouais, bah, c'est très intéressant. Franchement, super. Justement, mais on peut aller plus loin avec ça, parce que bon, il faudrait que je la remette aussi. Parce on peut aller plus loin, je veux dire, parce que moi j'ai des données, comme j'ai un certain âge, j'ai vécu comment dire, le choc pétrolier de 1973 et de 1976, les 2 premiers chocs pétroliers, quoi. Et une réserve stratégique, les réserves stratégiques de pétrole, je sais en quoi ça consiste avec un autre regard de tout ce que tu trouves sur Internet, quoi. Hein, c'est... Bah, justement, ça serait bien que tu puisses développer par rapport à ça, parce que c'est aussi dans l'ordre du jour. Hein. C'est ce qui va nous tomber sur la tête. Hein. Tout à fait. Parce que là, si tu veux, ils nous sortent de leur poche les énergies renouvelables, tout ce qui est écologie, alors qu'en fait, avec ta vidéo, ça démontre que les ressources pétrolières, il y en a encore, et qu'en fait, tout ça, c'est des mensonges. Tu veux qu'on la mette? Bah, je pense que si. Ah, mais moi, je l'ai vu, hein. Moi, je l'ai vu. Et ça, tu veux rester, je la mets et. Ah ben, moi, ce que j'ai une question à te poser, c'est que par rapport comment ils appellent ça, au canal, ou on va dire aux veines et du pétrole, il y a des veines qui sont, qui par exemple, des forages qui se renouvellent, en fait, apparemment. Et ça, je savais pas, tu vois. Elle est très courte, ta vidéo. Alors, bah, vas-y. Je peux la mettre pour si des gens comment dire, revoient revoient le live après. C'est pour ça que c'est important de la mettre. En plus, elle est à moitié en néerlandais, à moitié en anglais. Alors attends, on va la remettre comme ça.
si tu veux vraiment savoir comment fonctionne la science. Alors effectivement, allez, c'est parti. La science, qu'est-ce que c'est que la science? Hop. Ah ouais, il faut que je mette le... Attends, il faut d'abord que je partage l'écran, parce que sinon ça va pas le faire. Share screen. Fenêtre. Ouais, pétrole abiotique. Partagé. Voilà, on l'a en grand là. Allez hop, c'est parti. Als je echt wil weten hoe de wetenschap werkt, moet je maar eens op het internet kijken naar het interview met Fletcher Prouty, een kolonel onder John F. Kennedy. Alors, Fletcher Prouty, le colonel, on va voir un extrait de la vidéo. J'ai regardé, tout correspond. Hein. C'est pas du fake news, c'est du réel. Hein. En dan kan ze zelf bedenken waarom dat die Rockefellers moeten olie zijn gestapt en in erneuerbare energieën zien gaan investeren. Ja. When they first found petroleum, Rockefeller happened to be the smartest man in the business at the time. So in order to get the price up, they hit on the idea that they would have to make it appear to be... Alors, je vais faire une petite coupure là, simplement pour dire qu'à l'époque, donc en 1892 ou dans les années 1880-1890, il y a des endroits au Texas où le pétrole, tu pouvais le ramasser à la petite cuillère, il était à la surface de la terre. Hein. In 1892, there was a convention in Geneva of scientists to determine... Alors, il y a eu cette convention de scientifiques à Genève au niveau des chimistes. Et d'ailleurs, il y a la photo, j'ai mis la photo dans le descriptif de la vidéo, et vous avez tous les noms. Et si vous faites des recherches, bon, après, c'est très difficile de savoir. Il y a des Américains, c'est très difficile de trouver ceux qui ont été envoyés par Rockefeller. what organic substances are. So at this Geneva convention, Rockefeller took advantage of sending some scientists over who said, oil, petroleum, is hydrogen, oxygen, and carbon. Therefore, it must be derived from the spoiling, the rotting of formerly living matter. And planned the game properly when this scientific convention was over. They defined oil as a residue from formerly living matter. It's called... Alors, on nomme ça énergie fossile pour que dans l'esprit des peuples, cela reste une ressource. Merde, putain, il y en a des fautes d'orthographe à tous les coups que... Bon, enfin bref. Cela reste une ressource limitée. Et c'est vrai que quand on parle de ça, alors, ouais, bon, je ne vais pas aller plus loin parce que... Ouais. Professor Kucherov, a scientist who claims through laboratory tests the existence of abiotic oil. Well, that would be something. You, as a scientist, proclaimed and even proved a completely different theory about the existence of oil. Well, according to our, I would say, controversial point of view, hydrocarbons is the product of our planet. They are generating on the depths of roughly 100 to 200 kilometers, then migrates
into the Earth's crust and form oil and gas deposits. So we could say that this is a blood of our planet. How did we prove this concept? We make experiments. We have a very developed high-pressure equipment at my mother university, Gubkin State, Russian University of Oil and Gas. Tout ça, c'est vérifié aussi. Hein. This is a surface of the Earth. This is a depth of roughly 100 kilometers. This is a crust of the Earth. Below 100 kilometers, there are donors of carbon and hydrogen. We add in this mixture ferrum oxide and put this mixture in the capsule, pressurize it, and rise the temperature. Then, in the end, we have a mixture of hydrocarbons in distribution of at least natural gas, methane, propane, and butane. Alors, je m'arrête 2 minutes parce que tout ça, c'est exact, hein, mais il y a même quelqu'un qui a dit sur un chat que j'ai écouté il n'y a pas longtemps, il disait que on peut donc le pétrole, c'est du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc en réunissant ces 3 composants, on peut comment dire, provoquer d'une façon ou d'une autre, hein, je ne sais pas, provoquer une réaction fossilisable rapidement. Alors moi, je suis pas convaincu. Pour moi, c'est pas bon, c'est la mauvaise analyse. Là, ce que lui nous dit, c'est que en prenant donc le carbone, l'hydrogène, bon, il y a l'oxygène aussi, en mettant tout ça sous pression et en le chauffant, on va obtenir donc du propane, du butane, c'était quoi les 2 autres du méthane et de l'éthane. Et on va pas recréer du pétrole, quoi. Hein. Le pétrole moi je comprends pas. Je comprends pas que des gens puissent affirmer qu'il suffit de prendre du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène et de resimuler une réaction pour fossiliser tout ça, pour recréer du pétrole. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt de recréer du pétrole, comment dire. Déjà, ça n'a aucun intérêt, comment dire, économique, parce que le pétrole, il faut le retraiter, il faut le raffiner pour obtenir du gasoil, de l'essence. Hein. Ça sert à rien. Autant trouver un processus qui nous donne le gasoil et l'essence directement. Methane, propane, and butane. The mixture of these hydrocarbons from this depth to the crust could be moved via deep channels. Alors, c'est pour ça qu'on va revenir sur ce que je disais tout à l'heure, Gali. Il y a des endroits aux États-Unis, à l'époque où le pétrole a commencé à être exploité, il y avait des endroits où le pétrole, il était à la surface de la Terre. C'est-à-dire que
ces canaux, ils débouchaient par endroits et formaient des mares. Hein. Je pense que c'est au Texas, hein, sans être affirmatif, mais je pense que c'est au Texas. Et c'est là-bas d'ailleurs qu'ils ont fait les premiers. La grande exploitation du pétrole, elle a eu lieu au Texas parce que il était vraiment pas profond, quoi. Il était même parfois à la surface du sol. To oil or natural gas deposit. There are no doubts that hydrocarbons, and natural gas particularly, could be generated in astronosphere of our planet on the depths of 100 to 100 kilometers. So then you're saying that it is infinite as well. Yes, indeed. That the world is producing it over and over again. Yes. But I do hear stories that oil fields are running out and they're closing the oil fields because there is no oil anymore. People take oil very quickly. Alors c'est intéressant ce qu'il raconte. Effectivement, on sort le pétrole rapidement et plus on en sort, plus on veut en vendre et plus on veut se faire du fric. Hein. Oui. And if we will come back to this oil field in 50. Alors ça c'est exact, hein. C'est quelque chose que j'avais déjà appris il y a une trentaine d'années, que les Russes avaient observé que dans des puits de pétrole qu'ils ont abandonnés parce que c'est quand on arrive au fond du puits, le pétrole, il faut il coûte plus cher comment dire, pas le purifier, mais à enlever toutes les particules qui sont avec, et donc ils ont laissé tomber. 60 years, we could see that new oil came to this oil fields. Mais quand ils sont revenus après, effectivement, il y avait de nouveau du pétrole qui s'était mis dedans. There are a lot of samples, for instance, in Romashkina oil field in Russia, in different oil fields in Russian Caucasus. After a certain time, new oil came in old oil fields, and this oil could be only from the depths. We use oil, crude oil, to produce most of the fuel which we use for our vehicles and heating equipment. According to very known calculation, we do use only 50%. Alors ça, c'est phénoménal, quoi, je veux dire. On utilise 15% de la production annuelle terrestre du pétrole. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas comment ils arrivent à ces chiffres. Je ne sais pas. Parce qu'on a plein d'endroits où il y a une production terrestre de pétrole qui n'est absolument pas exploitée, notamment dans la zone d'exclusion économique tout au nord de la Russie, hein, qui est sous les glaces en hiver et dont on a ouvert une route maritime. Il paraît que c'est bourré de matières premières à cet endroit-là. Hein. 15% of oil produced every year. 15%. We don't need to find new oil fields or gas fields. We don't need to accelerate oil and gas production. We just need to increase the efficiency of the processes which we used for our civilization. The amount of hydrocarbons in deposits, it's not a problem. The problem is how do we use oil and natural gas. But that's huge. What you're saying is that we could live in balance and in peace with oil, and which saves us millions of dollars. It would be economically and politically change the world
on such a big scale, I can't imagine. Correct. And I mean, why I'm not reading and seeing this in the mainstream media? Your question is your answer. Bon, ben voilà. Private chat. Salut. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Alors, je vais faire un petit monologue. Il faut savoir que les réserves stratégiques de pétrole, les États-Unis s'en sont occupés à partir de 1949, donc après la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont dit, bon, peut-être falloir qu'on voie, parce qu'ils avaient vécu la Seconde Guerre mondiale, et en fait, ce qu'ils ont fait au moment du choc pétrolier, aujourd'hui, vous regardez tout ce que vous voyez sur les réserves stratégiques, on va vous dire, ouais, ils ont stocké ça dans des mines de sel, je ne sais pas quoi, etc. Mais à l'époque, ils ont laissé des puits de pétrole, donc des nappes de pétrole, avec du pétrole dedans, et ils ont interdit l'exploitation. Ils ont interdit l'extraction de ce pétrole pour garder ça en réserve. Ce n'était pas comme on fait aujourd'hui, comme on fait aujourd'hui, soi-disant, des stocks, etc. Alors, pourquoi ils stockent le pétrole brut? Parce que le pétrole brut, tu peux le stocker indéfiniment, tandis que si tu fais de l'essence, du gasoil avec, il y a une date, au bout d'un moment, il aura perdu toute son efficacité, quoi. Ça va assez vite, d'ailleurs, pour l'essence. Ça va un petit peu moins vite pour le gasoil. Voilà. Et donc, premier choc pétrolier, 73, les États-Unis, ils ont dit, bon, il y a des puits là, il y a encore du pétrole dedans, on arrête l'exploitation. Alors, il y a plusieurs endroits aux États-Unis. Mais, depuis ce temps-là, ils n'ont pas arrêté de puiser dans leurs réserves stratégiques, et ils en ont refait des nouvelles. Alors, soi-disant avec le pétrole de schiste, etc., etc. Mais quand on voit tout ce que... Donc là, ils ont fait 5... effectivement, 50 millions de barils, ça fait quoi? Ça représente la consommation d'un ou deux jours, consommation mondiale sur 1 ou 2 jours. Donc, ce n'est pas significatif. Par contre, ce qui est significatif, c'est qu'ils le font régulièrement. Alors qu'on nous a dit, moi, je ne sais pas si vous vous souvenez bien, mais c'était donc 1980, je crois, hein, déjà le concept du peak oil, le pic pétrolier, ça date de 1960,
56, je crois. Et ça a été mis en lumière bien après, dans début des années 70, ouais, 70, après les deux chocs pétroliers, 1980. 1980, Club de Rome et tout ça. Et on nous a dit, le peak oil, voilà, le baril il était monté à je sais pas combien. Et on a dit, là, on nous a dit que le peak oil, 2006, c'était le peak oil. Alors, le peak oil, il a lieu aux alentours des 2000. En 2006, on a dit, ça y est, le peak oil a été atteint. Maintenant, on en aura moins. Bon, moi, je veux bien. Hein. Maintenant, aujourd'hui, donc presque 20 ans après, on nous dit, le pétrole, on en a encore pour au moins jusqu'à 2046, 2046, 2050. Alors que théoriquement, on ne devrait plus en avoir. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et de plus, si c'était vrai qu'il y avait un peak oil, un pic pétrolier, comment se fait-il que régulièrement, les États-Unis puisent dans leurs réserves stratégiques? Bon, très bien, ils peuvent en acheter à droite à gauche pour les renouveler, ces réserves. Et là, ils ont puisé 50 milliards de barils, enfin 50 millions, 50 milliards, je ne sais plus, parce qu'avec les chiffres, moi je compte encore en francs. Hein. Non, je plaisante. Et là, ça c'était donc au mois de l'année dernière, au mois de novembre-décembre, ils avaient puisé 50 millions ou milliards de barils. Et là, ils en remettent aujourd'hui, là, donc il y a 2-3 jours, ils repuisent 30 millions ou milliards de barils dans leurs réserves stratégiques. Mais avec tout ce qu'ils ont puisé dans leurs réserves stratégiques depuis les 50 dernières années, il ne devrait plus en rester. C'est les plus grosses réserves stratégiques au monde de pétrole qu'il y a aux États-Unis. Voilà. Donc, on en arrive à se poser des questions. Moi, je ne sais pas. Hein, je ne suis pas... Mais quelque part, c'est important parce que quelque part, je pense qu'on nous mène en bateau par rapport à ce pétrole qui doit être rare, qui doit nous pousser à aller vers une nouvelle consommation de produits, des produits verts donc, et alors que le pétrole, comme il dit si bien dans la vidéo, ce n'est qu'une question de gestion. Est-ce qu'on peut gérer autrement le pétrole qu'en faisant des guerres, par exemple?